Bonjour à tous, François Vilquin, je suis rattaché au laboratoire mécanique du pôle aménagement des espaces de vie du FCBA. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats autour d'une étude réalisée sur le sujet des statistiques d'essais et plus précisément l'analyse et le traitement des données d'essais issus de nos laboratoires autour de produits de type table et assise. Cette étude a été réalisée au sein de nos laboratoires, mais également cofinancée par l'organisme Codifab. Donc, pour introduire un peu nos activités et aussi d'où viennent les données d'essai, une petite présentation de nos activités de laboratoire. Donc, on réalise au sein du pôle ameublement des essais accrédités, spécialisés dans le domaine de l'ameublement, dans nos laboratoires situés en Île-de-France à Champs-sur-Marne sur 5000 mètres carrés environ de labos. Et on a environ, donc ça c'est une moyenne sur les dernières années, 10 000 essais réalisés par an, donc ce qui constitue une base de données qui commence sur l'accumulation des années à être conséquente. Et donc ces essais vont être répartis sur soit des composants d'ameublement, donc tout ce qui est mousse, textile, finition de produits de type panneaux et autres. Et on va aussi tester les produits finis dans son ensemble, que ce soit des canapés, des lits en hauteur, des assises et ainsi de suite. Donc nos activités sont réparties suivant quatre laboratoires. Donc le premier, le laboratoire feu, donc qui, comme son nom l'indique, va traiter des problématiques liées à la propagation du feu, les réglementations incendie, et précisément donc sur des produits de type qu'on le retrouve dans le domaine de l'ameublement. On a le laboratoire matériaux et finition qui vont traiter plutôt des problématiques sur les composants d'essayer de fournir des réponses sur comment se comporte un composant de meuble quand il est sollicité et quels sont les niveaux de performance de ces composants-là. Donc, on va pouvoir essayer de solliciter suivant des sollicitations physiques, chimiques, la dégradation des coloris à la lumière, les dégradations liées aux tâches, par exemple, où on va retrouver aussi également des sollicitations mécaniques, de l'abrasion, de la rayure, du choc, et ainsi de suite. Donc, on est plutôt sur les parties composants dans ces deux laboratoires. Et enfin, le laboratoire mécanique dont je fais partie et dont les données qui vont vous être présentées aujourd'hui sont issues, où là, on va plutôt qualifier le comportement du produit fini dans son ensemble. On verra un peu plus en détail, mais sur des aspects sécurité, d'aptitude à l'usage. Ce qu'on constate dans le laboratoire, et c'est notamment vrai pour le laboratoire mécanique, c'est qu'on a des non-conformités qui apparaissent suite aux essais. Là, je vous ai mis quelques photos qui sont représentatives de quelque chose d'assez visuel, hein, puisque c'est une casse mécanique donc qui est très visuelle. On verra aussi par la suite qu'il y a d'autres types de non-conformités. Et donc, on a, issu de nos données d'essai, on a des taux de non-satisfaction des produits qui sont relativement importants. Et l'idée du jour, c'est un peu de se poser la question et de savoir, hop là, excusez-moi, c'est parti dans le mauvais sens, de se poser la question de l'intérêt des données qui sont issues des essais passés pour essayer d'éviter au maximum ces risques de non-conformité-là. Et donc, on va se focaliser sur l'outil données d'essai, traitement des données, statistiques d'essai pour voir si, dans le cadre d'une bonne utilisation, on est capable de s'en servir dans un objectif plus large, qui est de présager la conformité des produits en cours de développement et donc d'anticiper ces risques de non-conformité ou des risques de SAV qui sont plus liés à des notions de performance et comment, grâce à cet outil-là, on peut accompagner les professionnels dès la phase de conception et faire monter à la fois les professionnels en compétence sur voilà, les tendances de non-conformité, mais aussi les accompagner, et on le verra ça sur une étude de cas, concrètement, dans le cadre d'un développement produit et comment on peut se servir de ces données-là. La fin des fins, c'est bien sûr que quand les acteurs qu'on accompagne ratent les essais, c'est du retard dans le développement et dans la mise en marché. Et on a de plus en plus des notions de contraintes de timing qui sont importantes et élevées. Et le moindre retard, même sur ces problématiques de test qui arrivent en fin de cycle de développement, sont des problématiques qui peuvent être importantes. Donc pour vous présenter tout ça, un petit sommaire de la présentation. Donc je vais vous présenter un peu les grands principes, les philosophies qu'il y a derrière les essais mécaniques.
et cadrer un peu le scope de l'étude, parce qu'on verra qu'on ne va pas tout voir, donc on va se concentrer sur les produits de table assise et dans certains cas. Je vais vous présenter ensuite concrètement les résultats sur une période de 5 ans, avec une analyse globale des données pour les tables à usage domestique, mais aussi une analyse associée aux causes de non-conformité. On va regarder ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, comme je vous ai dit, on va voir comment on peut utiliser dans le cas d'un cas concret de développement produit avec, du coup, je vais vous détailler un peu ce qu'on a réalisé avec un de nos partenaires dans le cadre d'un développement de produits de type assise, et essayer de voir un peu l'utilité des données statistiques, les limites et quel est l'intérêt de l'utilisation dans ce cadre-là. Donc, pour en faire un petit retour sur les essais réalisés au laboratoire mécanique, donc dont sont issues les données du jour. Donc, en grande majorité, ce qu'on réalise sont des essais suivant un cadre normatif, donc que ce soit au niveau français, européen principalement. Et l'objectif premier de l'ensemble de ces essais, ça va vraiment être de garantir un niveau de sécurité et d'aptitude à l'usage des produits dans un cadre d'un usage raisonnablement prévisible. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on souhaite avoir à travers la directive générale sur la sécurité des produits, donc qui pour info va passer en règlement européen à la fin 2024 et qui cherche à garantir que les metteurs en marché mettent des produits sûrs. Donc, l'ensemble des essais mécaniques réalisés au laboratoire vont avoir pour but de garantir ce niveau de sécurité et d'aptitude à l'usage. Donc, sans rentrer dans les détails, j'ai regroupé un peu ici les typologies de tests qu'on va faire dans nos laboratoires. 5 grandes catégories qu'on va retrouver pour les essais du jour, mais qu'on peut dupliquer aussi à d'autres types de produits. Donc, on va vérifier ce qu'on appelle les exigences générales de sécurité, c'est-à-dire tous les risques liés aux coupures, au coincement de doigts, à l'écrasement des doigts, donc qui est couvert par les normes et qu'on va vérifier, donc qui peut induire un risque à l'usage. On va vérifier tout ce qui est résistance aux charges. Vous mettez sur le marché un produit de type assise ou rangement. De manière classique, il va devoir supporter la charge de l'utilisateur ou la charge prévisible sur laquelle il est dimensionné. Et donc, on va vérifier qu'on a bien ce niveau de garantie de tenue du produit et qu'il n'y a pas de risque quand on a ces charges sur le produit. Troisième typologie de test, c'est tout ce qui est regroupé en durabilité et choc. Durabilité, parce qu'on va répéter des cycles de chargement, plus pour voir l'aspect aptitude à l'usage dans le temps. Et les chocs, ça va être tout ce qui est charge, mais avec un côté dynamique. Si on reprend l'exemple de la chaise, je vous disais, on résiste à la charge de l'utilisateur, mais on doit aussi résister à une charge d'un utilisateur qui raisonnablement, de façon raisonnablement prévisible, peut s'asseoir un peu, comment dire, de manière un peu brutale sur son siège. Ça nous est tous potentiellement arrivé. Et donc, le siège doit aussi répondre à cet usage-là. Et donc, on vient vérifier ces notions de choc. En autre point, on a tout ce qui est exigence de stabilité. Vous pouvez avoir des produits qui sont très résistants, mais si vous ouvrez votre tiroir ou vous asseyez au bord de votre siège et que vous avez l'élément qui se renverse ou vous-même qui vous renversez, vous pouvez avoir un risque utilisateur. Donc, toutes ces notions de stabilité, on vient les vérifier par l'intermédiaire des essais normatifs. Et le dernier grand, on va dire, grand thème qu'on vient vérifier, c'est tout ce qui est information utilisateur. Il y a des informations qui sont exigées dans les normes, que ce soit sur l'emballage, sur la notice, euh, voilà, sur des conditions d'utilisation, d'entretien et autres. Et donc, on vient vérifier aussi ces éléments-là, et ça fait partie des grands types d'exigences qu'on vient faire. Donc ça constitue un petit peu la philosophie des essais mécaniques pour que voilà, on ait un petit peu le même niveau, en tout cas, d'entrée pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Et à ces essais-là, en fait, en termes de données disponibles au sein des laboratoires, on va avoir différents types de données. Donc, sur les données d'entrée qui vont pouvoir être traitées de manière statistique, on a, quand on réalise un essai, un produit qui va être défini par des choix techniques, des matériaux, des designs, des coloris, et ainsi de suite. Donc, c'est votre produit, il est défini par l'intermédiaire. Voilà, ici, chacun des éléments peut constituer une donnée d'entrée. Et il est défini par un usage et donc indirectement une norme d'essai associée. Donc, quand vous définissez une table, par exemple, elle peut être utilisée dans un cadre domestique, contract,
pouvez aussi retrouver des mobiliers tables dans des milieux scolaires, dans des milieux urbains. Et donc, l'usage est différent et potentiellement la norme est différente. Donc ça constitue un peu l'ensemble des données d'entrée qui vont pouvoir être traitées. Ensuite, on réalise les essais sur le produit. En données de sortie, vous avez l'ensemble des résultats d'essai. Alors, on a deux grands types de résultats d'essai. On a la sanction d'essai, c'est-à-dire si le produit est conforme ou non conforme aux exigences de la norme. Et on a aussi parfois des valeurs numériques, c'est-à-dire plus sur des aspects performatifs. Est-ce que votre produit il se déforme de manière importante? Donc, on a des notions de déformation, d'effort. Est-ce qu'il est dur à manœuvrer, par exemple? Donc, on a des valeurs numériques qu'on peut avoir en sortie d'essai. Donc ça constitue un peu l'ensemble des données qui sont disponibles et qu'on va essayer de traiter dans le cadre de statistiques d'essai. Pour le sujet du jour, on s'est concentré uniquement sur tout ce qui est les données de sanction d'essai. Donc, est-ce que mon essai est conforme, non conforme, en fonction des normes d'essai utilisées. Et donc, comme on a vu précédemment, on va se concentrer principalement sur les tables à usage intérieur. Donc, la norme associée, c'est le N12521 au niveau européen. Et donc, tout ce qui est siège à usage intérieur, domestique intérieur, le N12520, qui est la norme de référence au niveau européen. Et donc, la période d'analyse, comme je dis, de 5 ans. Donc, toutes les données qui vont vous être présentées sont sur la période d'analyse entre 2016 et 2021. Voilà un peu pour cadrer les choses, pour l'introduction des données qui vont vous être présentées. Et on va commencer donc avec les présentations des données des essais tables, donc issus du cadre normatif EN 12521 qui stipule les exigences minimales relatives à la sécurité et à la durabilité des tables à usage domestique. Et donc, il faut savoir que cette norme, elle est composée d'environ une dizaine d'essais en fonction de la typologie des produits. On n'a pas forcément le même nombre. Et en première analyse, qu'on va regarder, c'est dans l'ensemble de ces essais, quelle est la répartition, le taux de non-conformité global quand je prends tous les essais indépendamment de ces essais. Et donc le premier, donc sur la période de 5 ans, entre 2016 et 2021, ce qu'on constate quand on prend globalement l'ensemble des données, on a 79% des essais qui sont conformes à la norme. On a 15% des essais qui sont non satisfaisants. Alors, juste une aparté là, sur la partie orange et bleue, ce sont des essais qui sont soit non applicables, soit sans conclusion, qui sont pas pertinents pour l'étude. Donc, j'ai choisi de pas les présenter ici. Et donc, la notion importante ici, c'est le 15% de non satisfaisants au global. Donc, quand on regarde en comparaison avec d'autres typologies de produits et d'autres normes qu'on a pu regarder dans leur ensemble, c'est un taux qui est assez important. Et il est d'autant plus important que lorsqu'on regarde le détail des non-conformités par essai, c'est-à-dire à un essai donné, quel est le taux de non-conformité par essai, on obtient des taux qui sont relativement importants, sachant qu'un produit est considéré comme conforme si l'ensemble des produits de la norme, il respecte l'ensemble, enfin, il est conforme à l'ensemble des essais de la norme. Donc, on pourrait dire que le taux de conformité de la norme et de non-conformité est proche de 35%, puisqu'il y a un essai qui est l'essai de notice de marquage qui est non conforme une fois sur trois. Donc, on va regarder un peu le détail de tout ça et un peu nuancer ces résultats-là, mais même quand on regarde tout ce qui est essai mécanique, donc essai d'impact sur plateau, essai de fatigue horizontale deux axes, on a entre un produit sur quatre et un produit sur cinq et un produit sur quatre testés suivant ces essais qui sont non conformes. Idem pour la stabilité, quasiment 18% des essais, des produits qui sont testés en stabilité sont non conformes. Donc ça veut dire, là, j'ai pas présenté tous les essais de la norme, ça veut dire qu'il y a des essais qui sont quasiment tout le temps conformes et qui ramènent du coup la moyenne des conformités à 15%. Donc cette première analyse purement quantitative, elle permet déjà plusieurs choses. Donc c'est un premier niveau d'information partielle, mais elle permet déjà de mettre un taux de non-conformité au regard des produits concernés qui est important. On peut déjà identifier, on a vu en première approche, l'orientation des grands risques de non-conformité sur cette typologie de produits. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'analyse par essai, pour se rendre compte du taux de non-conformité produit, est plus pertinente. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut regarder sur chaque essai
qu'est-ce qui va présenter le plus de risques. Et si je ne suis pas conforme à un seul des essais de la norme, eh ben mon produit est non conforme. Donc, j'ai dit que c'était un premier niveau d'information. Donc, l'intérêt principal, ça va être d'aller un petit peu plus loin et surtout d'analyser pourquoi on a ces non-conformités aujourd'hui. C'est ça qui est dans l'optique de ne plus avoir ce problème à l'avenir, c'est d'identifier les causes. Et donc, on va dérouler les causes en commençant par l'inspection notice, donc quasiment 35% de non-conformité. Quand on regarde la répartition de ces non-conformités, ce qu'on constate, c'est que dans 89% du temps, on n'a pas de notice, tout simplement. On n'a pas d'éléments de marquage. Ils sont manquants. Et dans 11% des cas, on a le produit est accompagné de notices ou d'informations utilisateurs, mais en revanche, soit il est incomplet, soit il est non conforme à la norme. Donc on pourrait se dire, pas de notice, c'est relativement simple à corriger par rapport par exemple, une reconception de produit dans son ensemble. C'est vrai. Mais ce qu'on constate aussi par rapport à ce qu'on a dit précédemment sur la perte de temps, la perte pour la mise en marché, on constate aussi, c'est que dans 89% du temps, on édite un rapport non conforme juste parce qu'il n'y a pas le produit, pas la notice, et que entre le temps où ça va être pris en compte, le temps où on va faire les modifications, le temps d'avoir un rapport conforme, on peut avoir une semaine, 10 jours, 2 semaines, qui, mis bout à bout, peut ajouter du temps pour la mise en marché parce qu'on a besoin du fonds de preuve type rapport d'essai et que ça peut poser des problématiques dans une contrainte de temps qui est de plus en plus importante. Donc, il est clairement important ici de prendre en compte le conseil de dire cette notion de notice, elle est à prendre en compte de manière importante, de pouvoir la fournir au moment des essais. Lorsque on regarde les essais d'impact sur plateau, donc pour expliquer un peu rapidement le principe, on vient faire tomber un impacteur de 25 kg sur le dessus du plateau de table et à une hauteur spécifique. Et les causes de non-conformité sont réparties de manière suivante. On a 70% des cas des ruptures mécaniques, donc clairement une problématique comme on a vu au tout début de casse nette. Et on a dans 37% des cas des risques indirects de coincement, donc je vais expliquer un petit peu comment, de coincement de doigts qui sont souvent pas pris en compte et qu'on va essayer d'expliciter. Juste une petite remarque sur le fait qu'on est supérieur en termes de répartition à 100%. Parce qu'ici, en fait, il y a des causes qui peuvent être identifiées sur les deux types d'essais, ça arrive. Donc, on est sur des causes, on est sur des niveaux supérieurs à 100%, mais on a bien l'ensemble des essais qui sont représentés ici. Si on regarde le niveau encore inférieur, dans l'analyse des causes de rupture mécanique, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 90% des ruptures mécaniques, donc 90% des 70%, qui interviennent au niveau des assemblages des éléments. Que ce soit, donc, vous pouvez le voir ici au niveau d'assemblage de type bois ou dérivé, type panneau, ou que ce soit sur la partie droite, par exemple, des problèmes de soudure sur des éléments métalliques. Et donc, cette observation nous amène à un constat et à une recommandation, c'est que s'il y avait un effort à mettre en termes de dimensionnement, clairement, c'est sur les assemblages, notamment les assemblages qui vont subir des transferts de charge importants au niveau souvent entre le plateau, le piétement, le plateau et les traverses inférieures, sur lequel transitent des efforts importants. Et donc, il faut clairement pas négliger le dimensionnement de ces assemblages et que c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent et on verra même sur les essais de durabilité horizontale. Maintenant, si on fait l'analyse détaillée des 37% restants, on a le risque de coincement de doigts. Alors, un coincement, au niveau normatif, il est défini comme une zone, une partie mobile entre deux éléments, dans un intervalle, dans un espace, on a vu 7 et 18 mm, qui est censé représenter le doigt de l'utilisateur. Et ce qu'on essaye d'éviter, c'est toute partie mobile qui pourrait induire un écrasement. Quand on regarde les produits que je vous présente juste sur la diapo ici, les produits en soi, ils sont pas mobiles. C'est-à-dire, vous avez une traverse fixe, vous avez un piétement fixe et le plateau est fixe. Cependant, lorsque les essais sont appliqués de charge, que ce soit le choc, comme on le voit ici, ou même des essais de charge du plateau, la mobilité est créée par la charge. Et donc, vous avez potentiellement un risque de coincement lié indirectement à la charge et qui, au regard de la norme, et ça c'est bien écrit,
euh, c'est une non-conformité à la norme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on nous présente une typologie de type table avec cet espacement-là, on est capable de dire attention, dans un premier temps, un, c'est un point de vigilance parce que potentiellement, même si c'est une partie fixe, vous pouvez avoir une non-conformité. Et deux, il serait peut-être pertinent soit de changer l'intervalle d'espacement pour s'exonérer de ce risque, soit de vérifier si, quand on applique une charge, eh ben, on n'a pas une mobilité qui pourrait induire ce risque d'écrasement. Et donc, on voit que si ça, on le prend tout de suite en considération dans le cadre du développement, ça évite d'avoir des choses qui sont relativement simples à voir et ça évite de les voir surtout en fin de cycle et qui pourraient induire des modifications importantes de fournisseurs, de construction, de design et ainsi de suite. Quand on regarde maintenant donc tout ce qui est essai de fatigue, on dit parfois aussi de rigidité horizontale de axes, on a une répartition de non-conformité comme suit. Donc, rupture mécanique à 64%, donc casse. Et on a la notion aussi spécifiquement sur cet essai de desserrage des assemblages et présence de jeu, qui est une non-conformité de la norme. Donc pour expliquer un peu l'essai, donc on va charger de manière alternée, de manière cyclique. Donc là, on est vraiment sur de la durabilité. Le plateau dans le plan horizontal de la table, donc au point défini sur le petit schéma. Et pendant cette charge cyclique, la table est chargée en son centre. Et ce qu'on constate, de la même manière qu'on a constaté sur les essais d'impact, tout ce qui est assemblage, donc là, vous avez des assemblages entre composants qui sont soudés, des piétements, assemblage bois en bas à gauche qui est fissuré, donc qui présente un risque assez important de par le dépouillement qu'on a pu faire. Et donc ça va dans le sens de ce qu'on a vu pour le choc, hein. Donc l'assemblage, c'est vraiment le point, on va dire, de vigilance le plus important. Et on retrouve une notion spécifique ici, en haut à droite, c'est tout ce qui est desserrage des assemblages, puisqu'en fait, sous l'effet de la fatigue, on a des frictions, des micro-déplacements qui, de manière répétée, vont créer potentiellement des glissements entre pièces. Et donc ça, c'est bien à prendre en compte aussi en termes de non-conformité, puisqu'on a des pertes de rigidité du produit, et donc ce qu'on appelle des pertes de fonction. Et ça, c'est une non-conformité de la norme. Va falloir bien prendre en compte aussi cette problématique de desserrage au niveau des jonctions. Si on continue sur l'analyse des causes sur les produits en termes de stabilité, bien sûr, donc un produit est considéré comme non stable lorsqu'il se renverse à un effort inférieur à l'effort maximum, enfin minimum de la norme. Donc 100% des cas, ce sont des produits qui se sont renversés. Mais si on regarde un petit peu dans le détail, donc l'idée de CC, c'est couvrir le risque de renversement lorsque je vais m'appuyer sur ma table, sur mon bureau ou autre, et que j'ai de manière inattendue un renversement du plateau ou de l'ensemble et qui pourrait induire un risque de chute. On constate, quand on regarde le détail des typologies de produits qui présentent des non-conformités, ce qu'on pouvait avoir déjà ressentir avec l'expérience, mais que tout ce qui est notion de développement avec des tables avec des trépieds, des tables avec des piétements centraux, des tables avec des arrondis sur les piétements, des tables qui possèdent des allonges. Et tous ces éléments-là ont présenté des risques de non-conformité. Ça ne veut pas dire que dès que vous avez cette conception, vous êtes non-conforme. Par contre, si vous avez cette conception-là, il faut absolument prendre en considération et être sensibilisé au risque de stabilité et pourquoi pas le vérifier en amont, ce que je vous montrerai dans le cadre du développement qu'on a fait sur les produits d'Assise, qu'on a des outils qui permettent de vérifier en amont cette stabilité et il serait sûrement pertinent de le faire. Par contre, si vous avez des produits sur le produit qu'on peut voir sur le schéma de gauche où les piétements sont euh, des, des, euh, au niveau des coins du plateau, c'est peut-être pas nécessaire de passer du temps et de l'énergie à vérifier cet aspect-là. Donc, ce qu'on constate, si on fait un petit bilan là sur les données d'analyse des causes dans son ensemble, c'est que cette analyse va nous permettre d'identifier les différentes situations à risque. On va pas nous dire si oui ou non ça passe les essais, mais ça va permettre de mettre en avant les points de vigilance et donc de prioriser les vérifications et donc le temps investi dans ces vérifications et d'anticiper des designs ou des choix techniques pouvant poser problème
On l'a vu par exemple dans le cas des notions de stabilité. On est capable d'anticiper potentiellement les éléments à risque. Et comme je disais, c'est des choses qu'on peut ressentir par l'expérience utilisateur, mais les statistiques vont permettre de donner plus de poids à cette observation et de pouvoir quantifier potentiellement ces risques. Pour aller plus loin, là, je vous ai présenté quelque chose qui n'est pas finalisé à aujourd'hui, donc il ne faut pas forcément regarder le détail, mais dans la philosophie, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a vu par exemple que les assemblages étaient un point de vigilance. La question, c'est quels assemblages? Et donc, on pourrait très bien se dire qu'en termes de données d'entrée, bah, c'est quelle typologie d'assemblage présente les non-conformités versus les conformités. Donc là, voilà, je présente pas le détail, mais en termes de travail à poursuivre là-dessus, c'est une piste d'amélioration sur les données exploitées qu'on est en train de faire et qu'on pourra présenter par la suite. Donc là, on a vu donc un exemple assez général, on va dire informatif sur le traitement de ces données-là, sur les tables. Et maintenant, je vais vous présenter un exemple d'utilisation euh, des statistiques d'essai dans le cadre concret d'un partenariat qu'on a effectué avec un industriel qui développait une assise spécifique et qui est venu nous voir en nous disant, voilà, qu'est-ce que vous pensez de notre produit vis-à-vis du cadre normatif qui s'applique à ce produit. Et donc, on va essayer de voir comment on peut y répondre. Donc, l'exemple d'utilisation, donc là, le produit est flouté parce que pas tout à fait finalisé. Donc, les spécificités du siège, donc c'est un siège avec assise dossier sans accotoir qui est principalement, donc la structure principale est en aluminium. Et une des spécificités du produit, c'est qu'il est conçu avec les notions de porte-à-faux, c'est-à-dire que sur la partie arrière du produit, enfin, je veux dire, la charge d'assise dossier sont supportées uniquement en partie arrière du produit et toute la partie avant de l'assise, elle est libre et donc on n'a pas de support de charge réparti sur ces éléments-là. Donc, à partir de l'exposition de ce design et de ces spécificités, la question était de savoir comment on peut utiliser les données statistiques, mais pas que, dans l'objectif de fournir des réponses sur est-ce que ça passe, oui ou non, le cadre normatif applicable. Donc, pour y répondre, d'abord le cadre normatif. Donc, on a ce que je vous ai présenté tout à l'heure, 12521, on a le pendant 12520 pour les sièges à usage domestique. Et donc, le domaine d'application, c'est pour les adultes, usage domestique pour des personnes pesant jusqu'à 110 kg. Et quand on fait le même travail que précédemment, ce qu'on constate en termes de sanctions d'essai globales sur les périodes des 5 années 2016-2021, on a un taux de non-conformité qui est beaucoup plus faible que précédemment, 4%. Donc, et pour 90% de conformité. Même chose sur l'analyse des non-conformités par essai. Donc, on est sur des niveaux qui sont bien inférieurs, mais par contre, quand on regarde des conformités par essai, on a quand même des niveaux de 1 produit sur 10 en moyenne qui ne passent pas un des essais de la norme et donc qui potentiellement présentent des non-conformités. Donc là, on est sur beaucoup d'essais de charge statique assise dossier en termes de problématiques et aussi des problématiques de stabilité vers l'avant des assises. Donc on retrouve un peu les mêmes notions qui vont poser problème que pour l'état. Maintenant, la question c'est comment on raccorde ces données-là avec les spécificités du produit présenté par notre partenaire. Et donc, quand on regarde dans le détail les essais, donc on a 9,4% des essais de charge statique assise dossier qui sont non conformes. Et donc, dans 100% des cas, la cause, c'est une rupture de déformation de la structure d'essai. Ça, c'est une chose. Et quand on regarde l'ensemble des typologies des produits non conformes, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 25% des produits qui concernent des structures en porte-à-faux. Et donc, on a un lien clair de cause à effet entre la structure en porte-à-faux et le risque de non-conformité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on est capable de dire que oui, effectivement, ici, on est en zone de risque. On le constate par l'intermédiaire du traitement des données passées. Et donc, il est nécessaire de porter un point de vigilance à ce point-là. Et donc, je vais vous montrer juste ça c'est un peu en parallèle, mais qu'on a essayé de répondre à cette question par des essais numériques. On a identifié le risque de rupture en porte-à-faux. Donc, on va tester numériquement la chaise
parce qu'on a identifié ce risque. Donc, on a fait des essais expérimentaux pour caractériser le produit, enfin le composant. On les a implémentés dans notre modèle numérique et on a pu donner une réponse un peu plus pertinente que de simplement un point de vigilance, puisqu'on a plutôt confirmé que le produit était résistant aux essais de charge de la norme. Donc ça, c'est le premier exemple d'orientation qui a été permis les statistiques d'essai, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'aurait pas fait cette vérification-là si on n'avait pas vu de point de vigilance particulière dans le traitement des données. Deuxième cas de figure, les essais de stabilité vers l'avance. Donc on a vu un taux qui est non négligeable, pas très important, mais un produit sur 10 quasiment. Et le point intéressant concerne la spécificité toujours porte-à-faux du produit, c'est que 41% des non-conformités concernent des structures en porte-à-faux. Donc ça, c'est issu principalement des designs un peu spécifiques, notamment au niveau des piétements, là ce qu'on voit en rouge, c'est-à-dire que vous avez souvent des éléments arrondis ou des éléments déportés par rapport à l'assise qui peut induire un risque de basculement vers l'avant. Donc même chose que précédemment, les statistiques d'essai là nous renseignent sur les risques les plus importants et donc sur ce sur quoi on va baser notre temps de vérification. Ce qu'on a fait en apportant une réponse numérique, en simulant les essais de stabilité de la norme, donc qui sont définis de manière normative et qu'on reprend numériquement, pour fournir une réponse un peu plus pertinente sur le fait que ça passe ou ça passe pas les essais. Donc, en l'occurrence, on a plutôt rassuré le client sur la capacité à passer les essais. Et donc, on voit que ça, peut-être qu'il n'aurait pas été utile de passer du temps là-dessus si jamais on n'avait pas identifié un lien de cause à effet entre la structure et le risque de basculement. Donc, l'idée qu'il y a à travers cet exemple-là, c'est aussi de montrer comment, donc, d'une part, on peut associer un projet spécifique et les statistiques d'essai, et d'autre part, que cet outil-là vient en soutien d'autres outils pour orienter les choix. On ne va pas se servir, en tout cas pas aujourd'hui, peut-être que dans l'avenir, ce sera le cas, mais à aujourd'hui, l'idée, c'est pas de dire la statistique d'essai va vous dire si oui ou non votre produit passe, mais par contre, ça va permettre de mettre en avant des points de vigilance et d'orienter les choix. Donc en conclusion, ce qu'on a pu voir tout au long de la présentation, c'est qu'on a des quantités importantes de données à exploiter. On a vu 10 000 tests par an, des données d'entrée qu'on peut encore améliorer grâce à la prise en compte plus fine des typologies de produits, notamment. Et que l'ambition de cet outil-là, c'est l'ambition finale, c'est bien de réduire les temps de développement des bureaux d'études, réduire le temps à la mise en marché et surtout réduire les risques de non-conformité qui amènent des allers-retours entre le design, la conception et la mise en marché et la conformité à une norme. Ce qu'on pense, c'est que ces outils-là peuvent être utilisés sous deux formats. L'information, comme ce qu'on fait aujourd'hui au travers d'un webinaire, par exemple, mais aussi de formations plus standards et des informations sur les tendances notamment, et un accompagnement plus précis, comme j'ai essayé de vous résumer rapidement sur l'exemple précédent, avec un produit développé sur lequel on essaie d'associer et de trouver des éléments pertinents en lien avec les statistiques d'essai. Donc, comme je le disais à l'instant, cet outil, il est utile pour orienter les choix et c'est un outil qui va permettre de soutenir d'autres outils au même titre que il nous paraît évident que l'expertise et le regard humain, entre guillemets, reste bien sûr prépondérant aussi dans ce type d'analyse, au même titre que les outils de statistique, de simulation numérique sont à manier avec aussi précaution. Et donc l'idée, c'est pas de dire c'est oui, c'est blanc ou c'est noir, mais vraiment d'orienter les choix. Et donc, bah, pour conclure, le FCBA peut comme on estime qu'il peut vous accompagner dans la réduction de ces risques de non-conformité, que du coup, notre rôle de laboratoire, il est non pas uniquement d'être un prestataire de tests, mais un accompagnant aussi à la réussite de ces tests. En tout cas, c'est ce vers quoi on essaye d'aller. Donc, je vous remercie pour votre écoute et voilà, je suis disponible bah, aujourd'hui pour répondre aux questions s'il y a besoin de clarifier des points ou des questions complémentaires. Et par la suite, si vous avez des projets de ce type, vous avez des questionnements, bah, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse ici ou à nous contacter le FCBA dans son ensemble. Merci à vous.